notion d'acidose et d'alcalose là, Oui. liée au CO2. C'est-à-dire que quand on fait des apnées, donc il y a une augmentation de CO2, on voit que le pH diminue. Or, c'est plutôt une alcalose qui Non. se... C'est alors sans Des rentrer. bicarbonates, c'est une alcalose. Pardon. Bicarbonate, c'est plutôt Alors, alcalin. sans rentrer dans le détail, des équations, de l'équation de Hazelbach, etc., et tout ça. La PCO2, le CO2 circulant, le CO2, lorsqu'il augmente, il entraîne une acidose. D'accord? Il entraîne une acidose. Une des façons de compenser, c'est d'avoir des effets tampons qui empêchent ce genre de choses. Et c'est la formation de bicarbonate. Donc les bicarbonates, lorsqu'ils augmentent brutalement, ils ont une tendance à entraîner une alcalose. La PCO2, lorsqu'elle chute, elle entraîne aussi une alcalose. Lorsque la PCO2 augmente, c'est plutôt une acidose. Lorsque la bicarbonate chute, c'est une acidose. Ça va dans ce sens-là. Un exemple, uniquement en jouant sur la ventilation, tu as une hypoxie due à l'altitude. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas hyperventiler, tu vas chuter forcément ton CO2 et donc tu vas avoir une alcalose respiratoire, par exemple. D'accord? Une alcalose respiratoire. Avec des bicarbonates qui s'accumulent, essayer de s'éliminer, mais ils ne s'éliminent pas jamais complètement. D'accord? Il faut un petit peu les aider. Maintenant, tu as un arrêt cardiaque, pour ne prendre qu'un arrêt cardiaque. D'accord? Tu n'as pas de ventilation, tu as le CO2 qui augmente. D'accord? CO2 qui augmente, tu as une acidose respiratoire. Mais en plus, tu as autre chose. Tu as une acidose par production d'acide lactique. Tu as une acidose métabolique. Donc voilà, il y a tout ça qui joue un rôle. Donc côté respiratoire, CO2, bicarbonate. Et autres, c'est principalement l'acide lactique lorsque notamment tu travailles en anaérobiose. C'est pour répondre à ta question. C'est clair, non? Pas trop. Le bicarbonate alcalinise, le CO2 acidifie. Je ne vais pas te reprendre ça avec des formules. Il y a des chiffres, ce qu'on appelle une homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre. D'accord? L'équilibre. On aime bien avoir des chiffres de base à peu près normaux. On aime bien être aux alentours de 7,4. D'accord? À 7,3, on n'est pas bien. À 7,5, on n'est pas bien. D'accord? On aime bien 7,40, 7,42, ça va. Pour avoir 7,42, 7,40 de pH, on aime bien avoir quasiment pas d'acide lactique, un bicarbonate à 24 milléquivalents et une PCO2 à 40. Si ta PCO2 est à 45, tu as forcément une acidose et tu as 7,35. Et ça ne va pas. C'est deux choses. Alors là, tu te débrouilles. Soit tu demandes à ton rein de produire plus de bicarbonate pour essayer de compenser, soit tu demandes à tes poumons de ventiler davantage pour abaisser. Et c'est pour ça que tu as tes centres respiratoires qui te disent hyperventile si tu peux pas, je dirais au rein de prendre leur lait. Et c'est pour ça. D'accord? Donc si tu ne peux pas ventiler, le cerveau il va pas s'emmerder pendant longtemps. À un moment donné, il va dire bon, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mon seuil de tolérance. C'est tout. Et c'est typique pour les insuffisants respiratoires chroniques qui augmentent leur seuil de tolérance. Ils sont à 50, mais comme toi et moi. Enfin, comme toi et moi. Qui supportent en fait une capnie sans forcément être mal. Plus élevée. Je viens toujours à ma question initiale qui est donc la pression d'oxygène à la sortie donc des capillaires qui vaut 100 mm de mercure, qui correspond donc en fait aux 2% d'oxygène qui sont dissous à peu près dans le sang. Oui. Et le reste étant transporté par l'hémoglobine. Oui. Donc ça veut dire que j'ai pas bien compris ce mécanisme-là, parce qu'au départ l'oxygène passe sous forme dissoute dans le sang, et de cette forme dissoute. Alors je vais te renvoyer au niveau 4. Non, si c'est important, parce que c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans les détails. J'aurais pu rentrer beaucoup plus dans les détails. Et il y a, pour répondre à ta question, on va voir tout ce qui est la courbe de dissociation de l'hémoglobine. La saturation de l'hémoglobine, d'accord, c'est-à-dire la quantité d'oxygène qui va transporter. L'hémoglobine, c'est une molécule, on va dire, constituée d'une brouette avec 4 cases. D'accord ? Sur chacune des cases, sur chaque brouette, tu vas mettre 4 molécules d'oxygène. D'accord ? Quand
tu as 10 brouettes et les 10 sont pleines d'oxygène, tu vas avoir 100% de saturation. Quand tu as 10 brouettes et tu en as 9 qui sont pleines, tu vas avoir 90% de saturation. D'accord ? Cette saturation, c'est en fonction de ce qu'il y a à côté. Et ce qui va permettre cette saturation, c'est la pression du gaz. La pression du gaz et la saturation, il se trouve qu'il y a une relation dite sigmoïdienne. Plus tu fixes de l'hémoglobine, de l'oxygène sur tes hémoglobines, plus l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est importante. C'est ce qu'on appelle une autocatalyse de sa fixation. Pour mémoire, c'est un prix Nobel de 1961. C'est un prix Nobel, c'est-à-dire que la fixation de quelque chose sur une protéine favorise sa propre fixation. De même, la perte d'une molécule d'oxygène sur l'hémoglobine favorise sa libération. C'est dans un sens comme dans l'autre. Et en fait, on comprend bien. L'hémoglobine, quand elle s'approche du tissu, si elle donne de l'oxygène au tissu, en fait, finalement, c'est qu'il y a besoin d'oxygène de prendre. Donc, finalement, l'affinité diminue et elle donne de plus en plus facilement. Et dans le sens inverse, c'est la même chose au niveau du poumon. D'accord ? Ça a cette utilité-là. OK ? Donc, il y a une relation parfaite de type sigmoïdienne entre la pression du gaz et la saturation de l'hémoglobine. Et ça, c'est la courbe que je t'ai montrée rapidement. Mais c'est ça qui détermine ça. Ça veut dire que c'est la pression du gaz qui permet ensuite l'association oxygène-molécule. Oui, c'est ça. Inversement, la pression baisse. Et qu'il y a une pression de 100 mm de mercure. Et pour définir ça de façon un peu plus en détail, si tu souhaites, elle est saturée à 50% avec une pression dite à 27 mm de mercure. C'est ce qu'on appelle la P50. Cette P50, elle est variable en fonction des conditions environnementales, le pH, le D3 DPG, enfin bref, la température. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Le CO2, d'accord ? Tu as 4 facteurs qui font augmenter ou diminuer l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Mais c'est la pression qui est principale. À 27 mm de mercure, tu as 50% qui est saturé. À 100 mm de mercure, tu as quasiment 100%, 97%. Donc augmenter encore plus, tu n'augmentes rien. Donc on est pas mal fait, quoi. Hein, on est bien adapté à notre vie. Ça répond à ta question ? Oui, merci, ouais. Tu nous as dit qu'il fallait faire, lors de la remontée en apnée, un minimum d'efforts, surtout à l'approche de la surface. Or, au MF2, il faut faire une stabilisation à 3 mètres, il faut faire un tour d'horizon et en plus faire un signe OK avant de refaire un retour en surface. Est-ce que c'est compatible avec ce que... Alors, je vais répondre, mais il y a le président de la CETER qui est là. Comment est-ce qu'on peut minimiser les efforts, justement, pour éviter On peut optimiser les efforts. D'abord, il y a plein de gens qui surveillent. D'accord ? Ce qu'ils veulent, c'est que je pense que c'est pas... mais tu me corrigeras, Paul, si je me trompe. C'est une apnée c'est à 15 mètres, tu as largement de l'air et pour ne pas faire une syncope normalement. Sauf si, plein d'autres conditions, mais normalement tu n'es pas destiné à faire une syncope. Pas dans ces conditions-là. Mais bon, tu peux la faire. D'accord ? Ce qu'on veut, c'est que tu maîtrises en fait, cette apnée et notamment en fait, qu'il n'y ait pas une remontée complètement panique. Et que éventuellement, alors peut-être que moi je peux me l'expliquer comme ça, c'est que la personne qui est là en fait, à la surveillance voit que tu vas bien ou tu ne vas pas bien. Mais c'est juste par analogie à la plongée en scaphandre, puisque tu ne passes pas des examens d'apnée. Parce que si tu passais réellement des examens d'apnée, on te demanderait d'enlever le tuba, il y aurait un support en surface, etc. etc. Donc ce n'est pas un examen d'apnée. Mais ça, je laisse Paul répondre à ça, oui. Bon, effectivement, l'épreuve, elle vient, comme le dit sa mère, par analogie à ce qu'on fait en plongée. Donc ça a été baptisé comme ça. Après, sont venus les apnéistes qui ont mis en place d'autres règles. Eux, ils font des compétitions pour descendre plus profond ou rester plus longtemps. Ils font ça sur un truc un peu sécurisé. Enfin, le site est sécurisé. Et donc, c'est pas du tout le même contexte. Voilà. Donc, au MF2, on vous demande effectivement de faire le tour d'horizon. On peut en penser ce qu'on veut. En tout cas, on vous demande de le faire. Et d'arriver en surface. Par contre, il y a déjà eu un cas de Samba. Syncope, je ne sais pas, mais une Samba, oui, c'est sûr, en 2006. Donc, depuis, on vous demande d'arriver en surface, tuba de relever. On vous demande de donner votre nom, de faire le signe OK en surface et de partir seulement à ce moment-là. Et vous êtes entouré pendant toute cette période-là. D'accord ?